Vous le savez, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité de nos informations est cruciale dans les petites ou moyennes entreprises, les startup tech ou les boutiques en ligne. Alors imaginez un expert cyber disponible à la demande, capable d'adapter ses solutions à la taille et aux besoins de votre entreprise. C'est ce que propose Orange Cyberdéfense, leader en cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Que ce soit pour un diagnostic afin d'évaluer vos vulnérabilités, une formation personnalisée pour vos équipes ou pour tester vos défenses de manière proactive en simulant une attaque, Orange Cyberdéfense est présent pour les petites entreprises. Pour vous permettre d'en savoir plus, un webinar aura lieu le 28 mai prochain, une occasion idéale de poser vos questions directement aux experts. Il y a très peu de place, mais Monde Numérique vous offre l'opportunité de suivre cet événement exclusif. Il suffit de vous inscrire dès à présent sur le site orangecyberdéfense.com, rubrique événements avec le code Monde Numérique. Notez la date sur vos tablettes, 28 mai 2024, et inscrivez-vous dès à présent. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour prendre les devants contre les cybermenaces. Le débrief transatlantique. Et on traverse l'Atlantique tout de suite pour retrouver à Montréal mon camarade Bruno Guglielminetti. Salut Bruno, tu es là ? Ouais, je suis. Bonjour. Ah, tu fais bien le toc-toc-toc. Merci donc de m'ouvrir la porte de ton podcast pour cette séquence diffusée à la fois dans Monde Numérique et dans ton carnet techno. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors cette semaine, Bruno, as-tu vu passer cette info insolite ? La société finlandaise HMD, qui exploite désormais la marque Nokia, célèbre marque Nokia, a décidé de relancer un vieux téléphone, le 3210, qui refait son retour dans une nouvelle version, donc 25 ans après le modèle original. Puis ça a été populaire à l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais parce que c'était le premier modèle qui avait pas une antenne externe. Tout était à l'intérieur et ça a vraiment révolutionné le marché. Moi, je me souviens, j'en ai eu deux modèles différents parce que j'avais essayé de montrer comment c'était solide, mais finalement, ça fait le marteau, mais à un moment donné, ça peut craquer. Il faut pas essayer de planter des clous avec les téléphones. J'ai essayé, mais ça a fonctionné pour le premier, mais le deuxième, non, c'est le téléphone qui a cédé. Mais quand même, c'est très robuste et ça a fait son temps, ça. Ouais. Après, bon, la démarche est intéressante. C'est un téléphone qui est vendu hyper pas cher, 80 €. C'est vraiment de l'entrée de gamme. C'est pas un smartphone, c'est ça le truc. Et en fait, cette marque HMD donc essaye de se faire une place au milieu des géants, Apple, Samsung, etc. Et ils essayent de surfer, on le voit, ils sont forts notamment en Inde, en Chine, mais ils essayent aussi, et notamment en Europe, de surfer sur le côté un peu décrochons des écrans, coupons des réseaux sociaux, et notamment pour les enfants, on en parlait la semaine dernière. Et donc revenir à des téléphones basiques, ce qu'on appelle les dumb phones, les téléphones idiots en fait. Ouais. Mais je sais pas si tu as vu ça passer de ton côté, mais il y a quelques mois de ça, ils ont fait un sondage, une étude auprès de la génération Z et il y avait un fort pourcentage, je ne veux pas que c'était 50%, mais il y avait un fort pourcentage de gens qui justement se disaient si je pouvais avoir un téléphone performant, mais dumb phone, qui soit pas un téléphone intelligent, je le prendrais parce que pour revenir essentiellement à je reçois, je fais des appels, j'envoie des textos au besoin, mais bonsoir les textos, faut que tu t'y mettes là parce que avec le clavier, avec le T9, avec tu sais, t'as 3 lettres par touche, c'est super. Non mais moi aussi j'ai entendu ce. Mais t'as le temps de réfléchir à ce que t'écris. Ah oui, effectivement. Certain, t'as pas de commande vocale, tu peux pas envoyer même de voice ou de choses comme ça. Ouais, moi je veux bien. Peut-être la nouvelle version, on va l'avoir. Alors je sais pas. Bon, il est 4G, ça c'est déjà bien, mais je crois pas qu'il soit quand même très sophistiqué. Mais moi j'ai déjà entendu aussi ce type de discours, notamment de la part de jeunes gens et de jeunes filles. Mais j'ai aussi constaté que ça durait pas très longtemps, ce genre de choses, parce que quand ils sont plus joignables par WhatsApp ou Messenger ou autre, ok, ils ont tourné la page Facebook bien sûr, TikTok, c'est bien, ça repose. Mais les relations sociales, elles passent aussi par les groupes, par WhatsApp notamment. Donc ils y reviennent à un moment ou à un autre.
Bon, Ah, voilà. puis soyons honnêtes, si nous, on est intéressés par cet appareil-là, c'est pour se remettre à jouer à Snake. C'est tout. Exactement, bien sûr. Ouais. Ils avaient déjà Un jeu qu'on réintroduit, pouvait, ouais. oui, le Pareil. petit serpent avec des morceaux Il carrés, n'arrêtait pas avec ça des taper pixels la carrés. queue, ouais. Exactement. Ah ouais, ça c'était génial. On a passé des heures là-dessus. Bon, bref, voilà, le 3210, après avoir... Alors, ils nous jouent régulièrement la chanson du revival, hein, HMD, puisqu'ils avaient C'est déjà le ressorti... vintage. Ouais. Voilà, le vintage, ils avaient sorti le 3310, ils avaient ressorti le 8810, je me souviens, je l'avais découvert au Mobile World Congress de Barcelone, cette espèce de téléphone banane jaune qui était assez joli d'ailleurs. Voilà. Bah écoute, ça peut intéresser des gens. Bruno, moi il y a un autre sujet qui m'a fait tiquer, qui m'a intéressé cette semaine. Je voulais t'en dire un mot parce que je sais pas si ce que tu en penses et si c'est pareil de ton côté de l'Atlantique. Il y avait un article intéressant dans le Figaro sur des Français qui adoptent de plus en plus ChatGPT pour leur vie quotidienne. C'est-à-dire, ils font quoi avec ça? Eh ben écoute, ils font des trucs, ils font principalement écrire des messages. Alors il y a ceux qui écrivent des lettres de rupture, par exemple. Ils utilisent ChatGPT pour ça, ou des lettres d'amour aussi, et ils trouvent que c'est vachement pratique en fait, parce que ce que fait ChatGPT, hein, il fait tout le travail, et puis toi, si t'es pas content, tu repasses derrière et tu affines. Et il y a plein de témoignages comme ça de gens qui disent oui, alors moi il m'aide à faire le planning de la semaine, ou bien il m'a fait des lettres d'amour pour ma femme avec des trucs qui étaient assez rigolos. Et en général, ils constatent que ce qu'on sait déjà, c'est que la première version n'est jamais bonne. Elle est très lourde, elle est pas très drôle, mais si tu affines si tu affines ton prompt en fait, t'arrives à des résultats intéressants. Ouais, ça revient à redire, c'est l'art de la requête, hein. Faut savoir ce qu'on veut, puis à force de pouvoir demander, on arrive à quelque chose de très près. Mais toi, est-ce que tu utilises ça pour dans ton quotidien là, qui est pas professionnel? Dans le quotidien non professionnel, ça m'est arrivé, oui. Par exemple, des lettres de réclamation, des choses comme ça, des trucs, des problèmes de paiement frauduleux. Enfin, ça m'arrive pas tous les jours, heureusement, mais J'espère pour toi. des choses comme ça, c'est pas mal parce que tu lui donnes les éléments en vrac. Et lui, il organise tout et il raconte tout. Mais on a vraiment intérêt, il faut vraiment relire parce que parfois tu peux dire le contraire de ce que tu voulais dire. Mais je trouve que c'est... Surtout... Ouais, pardon. Non, surtout pour des trucs officiels comme ça, là, quand Bien c'est des sûr. réclamations. Mais je trouve que c'est quand même assez intéressant de voir que cet outil est adopté par des gens comme toi et moi, enfin pour des raisons non professionnelles justement. Et ça, c'est quand même la marque d'un phénomène super important et qui en est sans doute qu'au début. Hein. Oui, puis c'est de voir comment les gens maintenant l'utilisent. Hier, j'avais une réunion avec des gens autour de la table et rapidement avant de commencer la réunion officielle, quelqu'un qui a mentionné ChatGPT et là tout le monde arrive avec leur histoire de comment ils l'utilisent au travail, dans la vie privée. Ouais, mais c'est intéressant de voir que ça c'est en train d'entrer, de trouver sa place dans la vie de tous les jours. OpenAI a réussi un bon coup en se positionnant comme ça dans les premiers. On va voir comment ils vont évoluer, hein, parce qu'ils étaient les premiers, donc ils peuvent vraiment capitaliser là-dessus. Ils sont le Google de l'intelligence artificielle générative. Tout à fait. Et ce qui fait que les autres ont du mal à faire leur place. Hein. Claude, qui est pourtant très très bien, n'est pas très connu, pas très utilisé, etc. Et je crois que OpenAI, tu me disais avant qu'on démarre cet enregistrement, a de grandes ambitions. Ils vont même s'ouvrir à des contenus pour adultes, c'est ça ? Ils sont en train de réfléchir. C'est une nouvelle que j'ai vue passer rapidement cette semaine. Ils sont en train de réfléchir à la possibilité d'ouvrir leur service à la production de produits pour adultes, disons-le comme ça. Et donc, autant dans le texte que dans l'imagerie. Toutefois, il est clair que dans cette réflexion-là aussi, ils sont conscients qu'avec les dérives de l'intelligence artificielle et donc tout ce qui serait d'utilisation avec non-consentement des gens qui seraient à l'écran, évidemment, ça serait pas possible. Ouais. Mais tout de même, s'ils décident d'aller taper là-dedans, étant déjà la référence dans le domaine, méchante niche, et t'imagines un peu
le capital financier qu'il pourrait aller chercher là-dedans. C'est-à-dire que tu pourras écrire tes propres histoires érotiques ou générer tes propres images porno. Exactement, wow. Exactement. Et déjà, c'est fait. Et d'ailleurs, on parle de ça. Cette semaine, j'entendais à la radio de Radio-Canada un reportage sur dans le domaine de la pédopornographie. Là, c'est le casse-tête maintenant des enquêteurs qui travaillent sur les cas parce qu'ils arrivent difficilement maintenant. C'est devenu tellement pointu au niveau de la pédopornographie qu'ils ont vraiment de la difficulté à trouver entre à savoir la si victime, ce sont des vraies images ou pas. Ouais, exactement. Et donc, c'est pour te montrer comment on est rendu loin là, dans ce domaine-là. Et c'est ça. Alors, si OpenAI décide ben évidemment pas dans la pédopornographie, mais si OpenAI décide d'aller dans le divertissement pour adultes, appelons ça comme ça, ça va. Et puis, ça sera de voir aussi, ça sera quoi la répercussion, hein? Parce que là, tout est beau, tout est gentil, ils ont une belle image, mais s'ils décident d'aller là-dedans, ça sera peut-être rentable financièrement, mais au prix de l'image publique, il va peut-être en arracher un peu. Tout à fait. Ouais. Ça serait intéressant de voir d'ici 6 mois, on sera sûrement au courant de la décision. OpenAI sera à Vivatech où tu vas venir également et ils font une conférence, donc on verra s'ils abordent cette question-là. Salut Bueno. Salut.